Bon, si vous êtes là maintenant, c'est que vous avez envie de m'entendre vous raconter mon deuxième échec sur 100 km. Donc bienvenue dans cet épisode hors série dédié au Val d'Aran, Road to Val d'Aran by UTMB, partie 3 sur 3, qui sera la dernière du coup de cette série en 3 épisodes. Je commence de manière un peu ironique ou cynique, mais en fait c'est le cas puisque ça fait 2 fois que je me lance sur un 100 km et 2 fois que j'arrive pas à aller au bout. Donc soit c'est de l'expérience, soit j'ai mal approché les choses. En tout cas, c'est ce que je vous propose de discuter et réfléchir dans cet épisode. Dans un sens, je suis assez content parce que l'an dernier, quand j'avais dû arrêter sur l'échappée belle, c'était à cause d'un souci de pacing, et ça pour moi c'est vraiment un manque d'expérience, un problème de choix, etc. Là, j'y étais un peu contraint à cause d'une blessure, et sur avis médical sur la course, ils m'ont plutôt recommandé d'arrêter, voire considérablement insisté pour que j'arrête. Donc je leur fais confiance, mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, c'était un projet que je voulais mener jusqu'au bout, et pour l'instant ça n'a pas pu aboutir comme j'aurais espéré. Ça s'est pas terminé comme j'aurais espéré. Et donc bref, je vous propose quand même qu'on réfléchisse un petit peu sur tout ça et que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi j'ai pas pu arriver au bout, de quoi j'ai été satisfait, qu'est-ce que je changerais et qu'est-ce que je changerais pas, parce qu'il y a quand même des choses positives que je voudrais garder de cette prépa, en tout cas que j'espère garder, conserver et reproduire à l'avenir. Je vous propose de diviser cet épisode en 3 parties dans mes retours, avec ce qui a pas marché, c'est-à-dire d'abord pourquoi est-ce que j'ai abandonné, qu'est-ce qui s'est passé, les mauvais choix que j'ai faits qui m'ont amené à la blessure et à l'abandon, qu'est-ce qui a marché et de quoi est-ce que je suis pas sûr et que j'aimerais éventuellement changer à l'avenir. Parce que mine de rien, il y a quand même des points qui sont pas directement ceux qui m'ont amené à abandonner, mais qui m'ont quand même fait réfléchir, ou qui sur le coup m'ont amené des pistes de réflexion et qui sont peut-être des choses que j'améliorerai à l'avenir. Bon, alors concernant ce qui a pas marché, on va se concentrer sur le gros du problème, hein, c'est-à-dire que je suis arrivé blessé sur la ligne de départ avec une petite, on va dire, blessure, et que forcément sur 100 km, la blessure a fait que augmenter jusqu'à ce que ça rende la course irréalisable. Et alors déjà, ça m'a amené une réflexion il y a pas très longtemps, mais je me suis rendu compte de quelque chose qui peut-être va vous sembler ultra logique et coulé de sens, mais je me suis dit que si sur certaines courses que je connaissais jusqu'ici, des formats de courses que je connaissais jusqu'ici, comme des formats de 40, 50 km, des choses comme ça, 60 km encore, c'était possible d'arriver avec des choses qui n'étaient pas parfaitement optimales, des petits pépins physiques, des choses qui passaient pas, et mine de rien, c'était quand même possible dans cette situation-là, même si c'était évidemment à éviter, c'était possible d'aller rallier la ligne d'arrivée. Et en fait, sur des formats beaucoup plus grands que je découvre en ce moment, comme des 90, des 100 km, les erreurs, elles pardonnent beaucoup moins. Ce qui est pas optimal pardonne beaucoup moins. Et il y a besoin d'un alignement des planètes, j'ai l'impression, beaucoup plus prononcé, ou en tout cas, c'est peut-être lié à mon expérience, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un alignement des planètes beaucoup plus prononcé pour arriver au bout de ces projets-là, quand on arrive sur des formats aussi grands, en fait. Alors simplement pour vous replacer le contexte par rapport à l'épisode précédent, donc je vous avais dit, j'étais sur le suivi du 90 du Mont Blanc la semaine précédente, le vendredi, une semaine avant la course. Alors je l'avais dit dans la partie 2, c'était peut-être pas la meilleure des idées, mais bon, j'avais pas trop le choix. Le seul truc, c'est que pourquoi est-ce que ça c'était important? C'est parce qu'en fait, pendant ce suivi du 90 du Mont Blanc, j'ai fait des allers-retours dans la montagne, j'avais pas fait un énorme volume, mais j'avais quand même fait un peu de dénivelé, etc. Et je m'étais retrouvé avec des petits symptômes qui revenaient de ma tendinopathie rotulienne que j'ai soignée depuis le début d'année et qui avait quasiment complètement disparu. J'ai eu des petites douleurs, des petites sensations un petit peu désagréables. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des exercices de kiné spécifiques, etc. parce que j'en avais plus besoin, j'avais plus d'alerte, donc je les avais mis de côté, ces exercices. Et là, j'avais eu des petites alertes. Du coup, juste après l'épisode que je vous avais enregistré le lundi avant la course, j'étais parti à la salle faire quelques exercices de kiné qui m'avaient fait du bien. Un exercice surtout de kinésithérapie qui m'avait fait du bien, qui m'avait vraiment beaucoup aidé à me soigner, en me disant comme ça je fais vraiment bien les choses, je veux pas laisser de côté dans ma prépa des éléments que je peux pas travailler. Là, je connais l'exercice qui m'a fait le plus de bien pendant ma période de soins. Je l'ai pas fait depuis plusieurs semaines, et donc si j'ai des alertes au tendon rotulien, si je retourne faire ces exercices, ça devrait disparaître. Sauf qu'en fait, quand on regarde le contexte global, c'était une énorme erreur, la plus grosse des erreurs, et c'est à partir de là que tout s'est précipité et que j'ai complètement mis en péril tout seul comme un grand mon objectif, ma capacité à réaliser ce 100 km. Donc déjà le lundi soir, je suis dans une situation de fatigue du 90 du Mont Blanc où je me suis levé tôt, j'ai fait le suivi de la course, je vous l'avais dit, d'ailleurs j'étais rentré, j'avais pas fait le suivi du 40 du Mont Blanc parce que justement j'étais un peu fatigué. Je suis allé à la salle en vélo sous une chaleur écrasante, et en fait quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit je pense que je suis échauffé parce que j'ai pédalé pendant 20 minutes. C'était une erreur. Ensuite j'ai fait une erreur de charge sur l'exercice, à savoir que j'ai pris, ça c'est vraiment une erreur de ma part parce que j'ai pas vérifié mes poids dans mon téléphone alors que j'écris tout normalement. J'ai pas vérifié les poids que je mobilise sur l'exercice
en question, à savoir que normalement je mobilise 22 kilos, c'est-à-dire 2 haltères de 11 kilos sur l'exercice, c'était bien. Et dans ma tête, j'avais 22 kilos en tête, donc j'ai pris 2 haltères de 22 kilos, donc pour un total de 44 kilos et non pas de 22 kilos, parce que j'ai pas vérifié ce que j'avais l'habitude de faire. J'étais sur un exercice que j'avais pas réalisé depuis longtemps, donc il y avait plein de contextes croisés. Et en fait, je fais cet exercice-là, je fais 8 répétitions assez tranquillement, mais les répétitions sans échauffement, etc. Et à la 8e ou 9e répétition, immédiatement, je déclenche une espèce d'énorme crampe, contracture généralisée dans toute ma cuisse droite. Mais quand je dis toute la cuisse, c'est toute la cuisse, hein, c'est-à-dire que ça prend le quadri en entier, vraiment du haut de la jambe au genou, l'ischio quasiment en entier et le fessier droit quasiment en entier. J'ai la jambe entière complètement contractée. Je suis obligé d'arrêter l'exercice. J'ai l'impression que je suis en train de faire une contraction maximale isométrique au max de ce que je peux développer comme force. Ça dure 1 minute, cette sensation à peu près. C'est ultra douloureux. Ça se calme un peu. Je peux enfin retendre ma jambe, la bouger un peu, mais j'ai quand même vraiment mal. Bah du coup, j'arrête l'exercice et je rentre chez moi en vélo péniblement, mais bah, le problème il est là. On est le lundi soir. J'espère que ça passe dans la soirée et avec la nuit. Le lendemain, je me réveille, les douleurs, elles sont ultra présentes, j'ai super mal. Je suis pas kiné, je suis pas médecin, donc je peux pas diagnostiquer une pathologie, mais je pense que c'est une contracture, parce que j'ai les muscles qui sont encore super raides et la contraction musculaire, elle est vraiment douloureuse. Et j'ai aussi une sensation de courbature en plus dans toute la jambe droite, quadri, ischio, fessier, mais comme si j'avais fait 4000 mètres de dénivelé négatif à fond, quoi. J'ai vraiment la jambe éclatée et j'ai rarement eu la jambe avec autant de courbatures, autant de douleurs musculaires que là, même sur mon week-end choc que j'avais réalisé avec 2 fois quasiment 3000 mètres. J'ai jamais eu des douleurs comme ça et là j'ai la jambe mais complètement courbaturée, contracturée, c'est ultra douloureux. Du coup on est le mardi matin, donc du mardi au vendredi qui est le jour de la course, le départ de la course c'était le vendredi matin à 6h, bah, je mets tout en place pour récupérer une cuisse à peu près fonctionnelle, donc j'augmente considérablement mes apports en protéines, je sais que ça fait pas vraiment de la récupération mais ça joue sur la douleur donc je fais des massages en plus, je mets mes vêtements compressifs parce que ça aussi on sait que ça marche sur la récupération, je fais de la marche douce, j'essaie de mobiliser doucement pour essayer de faire en sorte que doucement la cuisse elle récupère, les muscles récupèrent, mais ça passe quasiment pas. Hein. Sur le trajet qu'on fait en voiture de Grenoble à là où j'allais loger, pas très loin de Viella, autour du village de la course, on est obligé de faire des pauses régulièrement pour que je tende ma jambe, que je marche un petit peu parce que c'est trop douloureux de rester dans la même position comme ça à rien faire. Donc et ça c'était le mercredi, donc j'ai vraiment pas la jambe de fonctionnelle. Donc je peux pas faire, en plus de ça, je peux pas faire de sport, c'est-à-dire que je peux à peine marcher, mais je peux pas courir, je peux pas faire de footing de déblocage, je peux pas remettre un petit peu de dénivelé comme je voulais. Même marcher c'est douloureux, donc en fait je fais absolument rien pendant ces derniers jours de prépa. Je suis contraint à ne faire absolument rien. Je peux même pas marcher tous les jours pour rester physiquement actif. Je suis vraiment immobile. On arrive le vendredi au départ de la course. Le quadri va un peu mieux depuis la veille au soir. J'ai quand même un peu de moins de douleur au quadriceps, donc ça c'est quand même agréable. Margot elle peut me masser. Savoir qu'au début c'était quasiment impossible de me masser. Hein. À peine on me touchait la jambe, je sautais au plafond. J'avais vraiment ultra mal. Sur les derniers jours c'était possible de me faire un massage de la cuisse, mais ça reste compliqué. En tout cas ça va un peu mieux quand même le vendredi. Enfin le jeudi soir, la veille au soir ça va un peu mieux. Le vendredi matin pareil ça va un peu mieux. Mais par contre le fessier et l'ischio sont eux toujours encore super douloureux. Donc je suis dans une situation un peu particulière, je prends quand même le départ, en tout cas je prends la décision de prendre quand même le départ, je me dis bah j'ai mon dossard, j'ai mon logement, j'ai tout, je vais devoir serrer les dents, je vais forcément devoir adapter mon plan de course, mais mon but là, je vous l'avais dit, c'était pas de performer, c'était d'apprendre, peut-être que ça peut passer, en tout cas dans la balance de est-ce que je prends le départ, est-ce que je le prends pas, je suis plutôt à pencher dans le sens je prends le départ et je verrai bien ce qui se passe. Je sais que ça va être compliqué, je sais que ça va être douloureux, je sais que je vais serrer les dents pendant vraiment très longtemps, mais j'ai le sentiment quand même que je peux prendre le départ, ou en tout cas que ça vaut le coup de tester, de prendre le départ et de voir ce qui se passe. Alors évidemment, j'ai des douleurs qui sont immédiates sur la chaîne postérieure, ça rate pas, ischio et fessier, les douleurs sont immédiates, dès que je cours j'ai mal, dès que je monte j'ai mal, donc je sais, ça confirme que ça va être compliqué, mais les douleurs, je trouve qu'elles restent dans un niveau de douleur qui est supportable, c'est peut-être du 2, 3 sur 10 par moment, mais ça bouge pas trop, même si je cours, même si je monte, j'ai pas l'impression que les douleurs dans cette zone, elles s'accentuent. Et du coup, je me dis que si ça reste comme ça, ok, c'est désagréable quand je monte, ok, je dois ralentir un peu, mais globalement, c'est faisable. Et peut-être que je peux rallier l'arrivée. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais entre-temps, on avait appris une modification du parcours, mais en fait, c'était à la marge. En fait, j'étais tellement pas concentré là-dessus que ça m'est vraiment passé complètement au-dessus. On avait perdu 5 km à cause des risques d'orage et 300 ou 500 mètres de mémoire, quelque chose comme ça. Bref, c'est vraiment le cadet de mes soucis parce que bon, tout est prêt, je suis prêt à courir et du coup, 5 km en moins, sachant que j'ai la cuisse
cuisse éclatée. Je suis plus à me dire que ça va toujours être 5 km de douleur en moins que à me gêner parce que j'avais prévu de faire plus. Donc vraiment, c'est le cadet de mes soucis et je m'en moque complètement. Globalement, jusque-là, pendant environ 25 km, on a quasiment que de la montée. On a vraiment très peu de descente. On a une mini-descente à un moment, mais celle-ci, elle me fait quasiment rien. Et en fait, toutes les douleurs que j'ai dans la chaîne postérieure, elles restent dans un range que j'appelle, dans une échelle que j'appelle supportable. C'est-à-dire que ça va jusqu'au 25e, c'est supportable. Et en fait, à ce moment-là, on a une descente qui était assez ridicule, hein, 500 mètres de dénivelé négatif, mais une vraie descente, jusqu'au deuxième ravitaillement. Et on a donc 500 mètres de D- que je fais extrêmement précautionneusement. Donc je suis plutôt dans une optique où je suis très très prudent avec des toutes petites foulées. Je réduis considérablement mon rythme par rapport à ce que moi je ferais en temps normal. Et là, je me fais dépasser par d'ailleurs pas mal de coureurs. Mais là, les douleurs, elles reviennent considérablement en flèche au quadri. Là où j'avais plus du tout de douleur, elles reviennent au quadri en flèche et surtout à l'intérieur du quadriceps. Vraiment, donc du quadriceps droit à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur du genou. Pour les connaisseurs, typiquement dans le vaste interne, dans le corps musculaire du vaste interne, pour ceux qui ont un peu de base en anatomie. Et en fait, très très rapidement, en 500 mètres de D-, mais donc du coup ça représente peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça, parce que j'allais vraiment doucement. Très vite, je passe de 0 douleur au quadriceps à 5 sur 10, quoi. La douleur, elle revient vraiment très fort. Et quand j'arrive au deuxième ravitaillement, du coup, où je prends un peu le temps de me ravitailler, de remplir mes flasques, je commence à me dire que ouais, là, ça va commencer à être compliqué si ça reste comme ça, parce que j'avais aucune sensation dans le quadriceps, et là, d'un coup, c'est remonté en flèche dès que j'ai fait du dénivelé négatif. Donc ça m'inquiète un petit peu, je remplis mes flasques, je passe pas beaucoup de temps au ravito. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu remontes », j'avais des messages, je vous remercie, c'était super sympa. J'ai reçu plein d'encouragements pendant la course, je les ai vus après et ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai reçu plein de messages qui me disaient « Ah, tu remontes sur les coureurs et tout, t'as repris grave de place ». Et en fait, non, je reprenais vraiment personne. En fait, juste, je reprenais des gens parce qu'ils étaient arrêtés au ravitaillement. Ils étaient arrêtés, ils mangeaient des trucs, ils papotaient, et moi, quand j'arrivais, j'étais juste dans mon plan de cours, j'avais toute mon alimentation, je remplissais mes flasques, je repartais. Et donc, forcément, toutes les personnes qui faisaient un effort et qui me dépassaient un peu parce que moi, je ramais sur la descente, je les retrouvais quand j'arrivais au ravito, je remplissais d'eau, je repartais, donc j'avais pris 40 personnes, mais pas du tout parce que je les doublais en allure, mais simplement parce qu'elles étaient arrêtées au ravitaillement et que moi, je m'y arrêtais quasiment pas. Bref, à partir de là, je peux encore marcher. On avait une petite portion de plat avant que ça remonte pour de vrai au point culminant de la course. Je peux marcher, mais je peux quasiment plus courir. Donc cette portion-là, je la fais avec un tout petit trot, mais vraiment des mini-pas, courir juste pour dire que j'ai une foulée de course, mais sinon c'est plutôt de la marche ou de la course très précautionneuse. Mais bon, c'est pas grave, je vais au kilomètre 40 en serrant les dents. Il y a beaucoup de D+, on avale une grande partie du D+, mais bizarrement en montée, je suis quasiment pas gêné. Mon quadriceps, il me gêne quasiment pas, ce vaste interne en montée, je le sens quasiment pas. Je boite un peu quand même. On m'a filmé, il y a quelqu'un que j'ai croisé sur la course qui me connaît, il y a 2 personnes que j'ai croisées sur la course qui me connaissaient et qui m'ont filmé et encouragé, et ils m'ont envoyé les vidéos après. On voit que je boite sur la course, je pose pas ma jambe pareil que ma jambe droite pareil que ma jambe gauche, mais je suis vraiment pas trop gêné en montée, hein. J'ai la chaîne postérieure qui tient, mais ça a quasiment pas bougé. Et par contre, c'est vraiment les moments où j'arrive sur du plat et en descente que là, les douleurs, elles se réveillent encore plus. Donc après cette partie de grande montée, on est au kilomètre 40. Là, on a une première descente considérable de moins 1000 mètres sur environ 6 km, quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment l'enfer, hein, ça se poursuit. Les douleurs, elles font que augmenter, alors que je trottine à peine, voire je marche avec des grands pas ou des plus petits pas. J'essaie de trouver une foulée qui me soulage les douleurs, mais ça marche pas du tout, hein. J'ai super mal, donc j'avance, je fais ce que je peux, je serre les dents. C'est vraiment très douloureux au vaste interne. À chaque pas, je prends une décharge dans cette zone du muscle. Pendant la descente, je croise une cascade avec de l'eau glacée, je me mets la jambe entière dessous pendant 5 minutes pour calmer les douleurs, faire en sorte que ça aille, je repars. Ça a marché 2 minutes, hein, les douleurs elles reviennent évidemment. Ensuite, on avait à peu près 6 km de faux plat montant. On croise à notre ravito. Là aussi, je repasse plein de personnes qui étaient arrêtées au ravitaillement. Moi, je remplis juste de l'eau et je repars. Il y a 10 km de faux plat montant que je marche parce que je suis plus du tout capable de courir. Ça me fait vraiment trop mal de courir. D'ailleurs, il y a eu pas mal de photographes à cet endroit-là, sur cette portion-là, qui étaient facilement accessibles, je pense. Et toutes les photos, on voit que je suis en train de marcher alors que c'est complètement plat. Normalement, c'est un endroit où on est capable de trottiner. Impossible pour moi. Et là, j'arrive dans la dernière descente de 6 km et 700 mètres de D- jusqu'à Salardu, qui était un peu la grosse base de vie à la mi-course. Un peu plus que la mi-course, parce qu'on avait fait globalement plus de la moitié du dénivelé positif, largement plus de mémoire du dénivelé positif et à peu près la moitié de la distance, et il manquait du dénivelé négatif.
Et évidemment, ces 6 km et 700 mètres, bah en fait, c'est l'enfer. Hein. Continuellement, à chaque pas que je pose, j'ai un peu plus mal. À chaque fois que je fais un pas en descente, à chaque kilomètre qui se passe en descente, j'ai un peu plus mal. Et en fait, les douleurs, elles ont tellement augmenté qu'à la fin, je suis peut-être à 2-3 km avant Salardu. Je peux plus du tout. Pourtant, c'est une descente qui est facile. Hein. C'est une espèce de grande piste forestière, piste 4x4, qui est pas trop inclinée. Ça trottine, ça déroule. Je reste quand même super prudent. Encore une fois, là, il y a plein de coureurs qui me reprennent. Mais je suis pas du tout inquiet pour ça. Simplement, je suis obligé de marcher dans cette espèce de grande piste et de descendre parce que j'arrive plus du tout à courir et les douleurs sont beaucoup trop prononcées dans la cuisse pour que je puisse courir. Du coup, j'arrive là-bas, je suis à une douleur qui est à 8 ou 9 sur 10 dans le vaste interne. À chaque fois que je pose le pied, à chaque pas, je prends une décharge électrique, une espèce de douleur cinglante, électrique. Ouais, je pense que c'est ça le terme. C'est une espèce de sensation de déchirement dans le quadri, dans le vaste interne. Donc, dès que je pose le pied, donc effectivement, c'est compliqué. Je croise ma compagne et un ami, j'essaye de me remobiliser, je me dis que ça va passer, j'essaye d'appeler une amie à moi kiné qui me dit va voir quand même les kinés, les médecins sur place pour essayer d'avoir un diagnostic. Du coup, j'y vais, les kinés et les médecins sont super occupés. J'attends 2 minutes. Sur cette grande base de vie, il y a plein de monde et il y a des gens blessés. J'attends 2 minutes, je me dis bon, allez, ils sont trop occupés. C'est juste une douleur, ça va passer. Je retourne voir mon assistance. Je descends 2 marches, je prends une énorme décharge dans le vaste interne. Donc en fait, ça me rappelle que c'est pas du tout possible. Donc en fait, j'allais voir mon assistance, remobiliser en me disant allez, c'est bon, je repars. Et en fait, je descends 2 marches et ça me rappelle que c'est pas du tout possible que je reparte, quoi. Donc je retourne voir les médecins et les kinés. J'attends mon tour. Et là, les médecins sur place, ils arrivent en fait même pas à me toucher le quadri. Ça me fait vraiment trop mal, même si on appuie un tout petit peu. Je veux dire, appliquer une crème anti-inflammatoire qu'ils m'ont proposée quand j'ai décidé d'arrêter. Je veux dire, l'appliquer, c'était quasiment pas possible. C'est moi qui l'ai fait. Ils m'ont mis une petite noisette et c'est moi qui l'ai appliqué parce que eux, ils pouvaient pas me toucher normalement la cuisse. J'avais beaucoup trop mal. Donc bon, de toute façon, eux, ils me demandent ce que j'ai, les symptômes, je leur explique et ils me disent non, mais là, nous, on peut vous faire quelque chose, mais on vous conseille quand même vivement d'arrêter parce que soit vous avez quelque chose d'aigu, c'est pas grave, ça va passer avec du repos, mais là, de suite, c'est une mauvaise idée de continuer parce que vous allez l'aggraver et vous mettez en péril peut-être d'autres courses et l'entraînement après le Val d'Aran pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, soit vous avez quelque chose de grave et c'est encore plus idiot de continuer. Donc dans les deux cas, ils me disent, là, nous, on vous conseille vraiment d'arrêter au vu de vos symptômes. Donc je digère. Alors, je digère l'idée, mais c'est facile à digérer l'idée. Parce que quand ça fait une demi-heure qu'on serre les dents et qu'on n'en peut plus, qu'on est au bord des larmes, voire même en train de pleurer, parce qu'il y a un moment où j'ai quand même lâché quelques larmes pendant la descente, la dernière descente, tellement c'était douloureux, c'est assez facile de les écouter, et donc je prends assez facilement la décision d'arrêter, d'autant que je suis pas trop du genre à me pousser dans des zones débiles, et j'arrive bien, je pense, à distinguer, à faire la différence entre j'ai mal, mais c'est de la longue distance, j'ai mal, et là, il y a une douleur qui est spécifique et particulière, et c'est pas normal que j'ai cette douleur-là. Donc bref, j'arrête là, je suis évidemment ultra déçu. Le soir, quand on va dans Viella pour voir un peu les arrivées des premiers, etc., c'est ultra compliqué, j'arrive pas à marcher, donc je me dis que j'ai bien fait d'arrêter. Vraiment, poser le pied, je marche un petit peu avec le pied vers l'extérieur parce que ça me fait super mal, le mouvement du quadriceps qui se plie et se rouvre, ça me fait ultra mal, donc je m'arrête. Le lendemain, je me réveille, j'ai tout le reste des jambes qui est encore plus douloureux que le vaste interne, donc ce qui me laisse entendre que j'ai quand même beaucoup compensé pendant ces quasiment 60 bornes que j'ai courues, 60 bornes que j'ai courues, qui me laisse entendre que j'ai beaucoup compensé. J'ai le TFL droit qui est en feu, mais qui m'empêche quasiment de dormir. Je trouve pas de position avec la jambe qui me va, qui me laisse entendre que j'ai couru bizarrement et que je l'ai sursollicité. J'ai le quadriceps gauche qui était pas blessé, mais qui a des courbatures, mais d'un autre monde. Donc bref, je me dis que j'ai bien fait d'arrêter et que au-delà du fait que j'avais le sentiment que je pouvais à peu près avancer, les images que j'ai vues où j'ai l'impression que je marche bizarrement, en fait c'était pas qu'une impression, hein. Je pense que j'ai vraiment marché bizarrement avec une biomécanique particulière et que du coup je me suis éclaté tout le reste des zones parce que j'avais super mal à ce vaste interne. Donc voilà en gros pourquoi est-ce que j'ai abandonné à Salardu et pourquoi est-ce que j'ai abandonné ce 100 km du Val d'Aran à cause d'une erreur mais complètement idiote que je peux uniquement attribuer à moi-même. C'est moi qui ai pris une mauvaise décision le lundi et j'ai fait plusieurs erreurs en boule de neige qui ont fait que je me suis tout seul mis dans une situation où c'était très probable que je puisse pas arriver au bout de la course et ça s'est confirmé. Donc j'ai peut-être voulu un peu trop bien faire, mais ça c'est un peu me trouver une excuse. Le truc c'est que si un athlète à moi m'avait dit qu'il allait faire ce genre de séance, je lui aurais immédiatement dit de pas le faire parce que tout cumulé, c'était pas une bonne idée. Quand je prends du recul, j'en suis largement conscient. Les symptômes que j'ai eus sur le suivi du 90 du Mont Blanc m'ont amené à me dire que ça aurait été une bonne chose de remettre un petit peu juste d'exercice kiné
sur cette zone-là pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème sur le sang du Val d'Aran. Et en fait, il y a eu des problèmes ailleurs. Donc, ouais, voilà. Ça, c'est uniquement pour ça que j'ai abandonné parce que sinon, la forme était bonne. J'étais content d'être en montagne. J'avais pas de problème d'énergie. J'ai pas eu de problème de pacing. Du coup, comme je suis allé plus doucement, j'ai absolument pas eu les mêmes sensations que l'an dernier sur l'échappée belle où j'étais arrivé complètement cramé à la moitié. Là, à la moitié, à part cette zone de douleur, où tout allait bien, quoi. J'étais prêt à repartir. Peut-être c'est ça qui a fait d'ailleurs cette espèce de balance, je repars pas, parce que à part cette zone, tout allait bien et j'avais encore envie d'être en montagne, mais j'avais juste vraiment beaucoup trop mal et fonctionnellement, c'était pas possible de continuer, quoi. Toutes ces réflexions, d'ailleurs, ça m'amène à réfléchir à ce qui a marché. Parce qu'en fait, dans cette course et dans l'avant-course, il y a quand même eu plein de choses qui ont bien marché et je suis vraiment content. La première chose qui a grandement marché pour moi, c'est que j'étais ultra serein avant la course, malgré cette blessure. Et j'ai rarement été aussi détendu, aussi peu stressé avant une course. Donc ça, c'est quand même vraiment pour moi un step en avant. C'est-à-dire que quel que soit le volume de course que je faisais à l'avenir, dans le passé, j'étais stressé. Alors ça, c'est super facile. Alors, je vous demande immédiatement, vous pouvez garder les commentaires du genre ça sert à rien d'être stressé, il faut prendre du plaisir. Merci, je suis effectivement là pour prendre du plaisir, mais le stress c'est pas une sensation qu'on contrôle, donc c'est un peu comme dire à quelqu'un qui est déprimé, sois pas déprimé, souris. Du coup, dire à quelqu'un qui a une tendance à réagir avec du stress, soit pas stressé, c'est absolument inutile. Donc merci pour ce genre de réaction, mais ça m'aide pas vraiment. Par contre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris en charge mon stress de manière générale et que j'avais fait un peu de prépa mentale. Je vous en avais parlé, j'avais fait en sorte de faire plus de courses pour désacraliser le dossard. J'avais mis en place des petits rituels qui m'aidaient à être moins stressé et en fait, ça a vraiment marché cette prépa mentale et ce travail que j'ai fait. Et je suis rarement arrivé aussi peu anxieux, aussi peu stressé avant une course. J'étais vraiment super bien malgré ma blessure. J'étais vraiment super bien la veille de la course, le soir de la course, j'ai passé une super nuit, j'ai vraiment bien dormi, je me réveille le matin, je me dis voilà, j'ai fait une super nuit, j'ai jamais aussi bien dormi avant une course, donc ça c'était quand même vraiment super. La deuxième chose, c'est que j'ai encore un peu changé mon alimentation avant course, en enlevant encore plus de légumes par rapport à ce que je faisais d'habitude, en adaptant encore plus ce que je faisais, sachant que moi je suis quelqu'un qui a le ventre super sensible, et là pareil, je suis arrivé au départ de la course et le matin, j'étais ultra bien. Je vous avais mis d'ailleurs sur Instagram une recette avant course que j'ai faite la veille de la course, je l'ai mangé également la veille et le matin. Donc bref, tous ces ajustements que j'ai pu faire sur l'alimentation avant effort, je pense que ça a bien marché et j'avais le ventre ultra serein, vraiment aucune sensation gastrique désagréable comme je peux avoir d'habitude avant une course, qui est certainement un croisement entre l'alimentation elle-même et le stress que j'ai d'habitude avant avec un dossard. Même si j'adore les dossards, c'est comme ça, je contrôle pas trop ces réactions. Et donc là, j'étais vraiment content d'arriver avec le sentiment qu'au niveau gastrique et au niveau de l'alimentation, j'avais vraiment super bien géré la chose. Au niveau du matériel que j'ai choisi, ultra content. Je me rends compte quand je fais mon sac, avec l'utilisation des chaussures sur la course, etc., que tout était un bon choix. Donc je vous renvoie à l'épisode partie 2, où je vous montrais les chaussures que j'avais utilisées. C'était les MTL Adapt de Merrell. Donc ça, trop content de les avoir choisies parce qu'elles étaient parfaitement adaptées pour la course. Je me suis même dit, j'ai eu les pieds trempés avec la cascade et elles ont séché ultra vite, donc j'étais super content de ce choix. J'étais parti avec la tenue blanche de Compressport autant en haut qu'en bas et ça aussi j'étais content parce qu'on a pris un bon moment exposé au soleil et du coup j'étais vraiment très content de ces choix-là. Donc sur ce côté-là, au niveau du matos, vraiment rien à dire. Là aussi, je suis arrivé à un moment où je me suis dit ok, j'ai vraiment fait les bons choix et je suis content de ce que j'ai choisi pour partir sur la course. Au niveau de la stratégie alimentaire que je vous avais présentée, je vous avais dit que je partais sur 75-77 grammes par heure, donc je mangeais pas toutes les 30 minutes mais toutes les 35 minutes, les mêmes aliments que d'habitude. Là aussi, pour moi, c'est plutôt du côté de ce qui a marché. J'ai juste eu une petite alerte d'écœurement autour de 8 heures d'effort. Donc j'ai sauté 1 ou 2 prises, mais j'ai pu boire du coca à un ravito pour quand même avoir des glucides qui étaient apportés pas par mes gels Endurance, mais par une autre source. Et en fait, c'était reparti. Après, j'ai pu remanger. Mais au final, je fais 10h30 d'effort. Donc en fait, je saute juste 2 prises et après, je reprends mes gels et c'est revenu normal. Je pense que l'écœurement, il est venu du fait que en fait, j'ai considérablement réduit mon effort parce que j'avais super mal. J'ai été obligé d'arriver dans des zones cardiaques beaucoup plus basses. D'ailleurs, ça se voit quand on regarde la fréquence cardiaque sur la course et j'avais ma ceinture de fréquence cardiaque Suunto. Et quand je regarde le graphe Suunto sur la course, on voit qu'il y a un drop de fréquence cardiaque autour des 6h30. Donc ça veut dire que j'ai fait 4 heures beaucoup plus bas en intensité. Et bizarrement, mes symptômes gastriques pas top, ils sont arrivés vers 8 heures. Donc c'est peut-être que là, du coup, j'ai
pas fait gaffe, mais j'ai mangé un poil trop par rapport à l'intensité que je mettais. Mais c'était plus possible pour moi de mettre de l'intensité. Donc, du coup, c'était pas... Enfin, si j'avais pu, j'aurais couru. Là, c'était juste que je pouvais plus courir. Donc, forcément, voilà. Mais bref, en tout cas, je trouve que la stratégie alimentaire, elle a été bonne. Et ce choix de partir un peu plus bas, je pense le reproduire sur l'échappée belle que je prépare. Je vous en reparle dans 2 secondes. Peut-être même partir un peu plus bas parce que j'aimerais être capable encore plus d'intégrer ces variations d'intensité en course et comment j'adapte mon alimentation à la baisse ou à la hausse en fonction des variations du terrain. Donc ça, c'est un objectif pour moi par la suite, mais déjà partir un peu plus bas. Là, c'était quand même quelque chose parce que je partais sur 18 heures de course, donc partir à 75 grammes pour 20 heures de course, 18 heures de course, je pense que c'était pas une mauvaise idée parce que je vous avais dit dans la partie 2 que j'avais un temps en tête et que je voulais pas vous le partager, mais je m'étais dit que si je faisais 17 heures de course, 18 heures de course, ce serait bien. Et si je faisais légèrement en dessous de 17 heures, je serais super content. Évidemment, cet objectif a été complètement mis de côté le jour de la course parce que je savais que c'était à partir du moment où j'avais la blessure à la jambe droite, j'avais de toute façon accepté tranquillement que c'était irréalisable et que juste je voulais rallier l'arrivée et terminer ce 100K pour prendre de l'expérience et donc ça m'a pas du tout stressé ou je l'avais pas du tout en tête ce chrono pendant la course. Même si je suis quand même assez satisfait de comment les choses se sont passées et je le répète, hein, j'arrive à Salardu, j'ai une très bonne sensation d'énergie et je suis pas abîmé de manière générale comme on peut l'être, comme je l'ai été en arrivant à la moitié de l'échappée belle l'an dernier. En fait, j'arrive, je suis en forme et je pense que je peux continuer, à part ma blessure qui fait que c'est impossible, mais sinon, énergétiquement, tout va bien, quoi. Mais il y a quand même 2-3 trucs que j'aimerais être capable d'améliorer par la suite. La première chose dont je vais vous parler directement, c'est cette stratégie alimentaire. C'est-à-dire que j'aimerais bien trouver un moyen, et je suis vraiment en train de réfléchir à ça en ce moment, trouver un moyen, surtout sur l'échappée belle, parce qu'en fait, on parle de course où il y a des moments où le terrain est tellement accidenté, où des conditions sont tellement difficiles, il pleut ou alors c'est la nuit, que l'intensité va forcément réduire. Et du coup, j'avais tendance à approcher les choses en me disant, je pars à une certaine quantité d'alimentation et au besoin, je réduis en fonction de la course. Et là, j'aimerais bien voir ce que ça donne si je fais l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aimerais améliorer, j'aimerais bien partir un peu plus bas sur des formats ultra, par exemple sur l'échappée belle. Imaginons je pars pour 20 heures ou 22 heures de course, parce que là je suis inscrit sur le 90, je vous en reparle dans 2 secondes. Imaginons je pars sur 20 heures ou 22 heures de course, peu importe. J'aimerais bien me dire, ok, je pars sur encore plus bas, par exemple 60 grammes par heure, quelque chose que je tolère. Et de là, je pars également avec des options qui me permettent d'augmenter mes apports en cas de besoin. Donc d'être plutôt dans j'ai une base qui tourne bien et j'augmente et qui est tout le temps présente et j'augmente à partir de cette base. Par exemple, juste avant une montée qui est vraiment difficile, par exemple sur l'échappée belle, il y a 1700 mètres pour monter au col de la Valoire, je prends un petit peu d'alimentation en plus exceptionnellement à ce moment-là, plutôt qu'être dans la démarche inverse, à savoir je suis un peu haut, voire à la lisière des troubles gastriques, sur une telle durée, en tout cas, et en cas de problème, je descends. J'ai le sentiment que approcher les choses dans l'autre sens, c'est peut-être un peu plus prudent, c'est peut-être plus intelligent, et donc c'est quelque chose que j'aimerais bien tester, et c'est ce que je suis en train de tester en ce moment pour approcher les 100 km de l'échappée belle. La deuxième chose que j'aimerais bien améliorer, c'est mes apports en sodium, parce que ça fait... En fait, il y a vraiment une interaction, quand vous consommez des aliments, il y a vraiment une interaction à avoir entre les quantités d'eau ingérées, les quantités de sodium ingérées et les quantités de glucides ingérées. C'est-à-dire que quand vous mangez plus de glucides, il faut apporter plus d'eau pour aider ces glucides à passer, parce que dans la barrière intestinale, à la deuxième barrière intestinale, je vous en avais parlé dans les épisodes sur les transporteurs de glucides, il faut qu'il y ait de l'eau pour faire passer les glucides de l'intestin vers les muscles. Parallèlement, si vous augmentez vos apports en eau pendant longtemps, vous avez besoin d'apports en sodium plus importants parce que vous transpirez peut-être beaucoup plus, vous en éliminez plus, et puis vous diluez votre quantité de sodium, donc il faut en apporter. Donc en fait, tous ces paramètres, ils interagissent, et j'ai le sentiment, si c'est pratique, comme je faisais jusqu'à aujourd'hui, à savoir avoir des gels qui ont une certaine quantité de sodium dedans et de compter que là-dessus pour mes apports, si c'est pratique, ça ne demande pas de réfléchir 3 choses en course, sodium, glucides, eau, j'ai quand même le sentiment que ça enlève des possibilités d'adaptation. C'est-à-dire que par exemple, sur ma course là sur le Val d'Aran, quand j'ai dû sauter 1 ou 2 prises de glucides, c'est-à-dire que comme ma montre pour manger sonnait toutes les 35 minutes, ça veut dire que pendant 1h10, j'avais plus aucun apport en sodium. Alors qu'en fait, j'étais déjà à 8h30 de course et que je continuais à boire beaucoup parce qu'il faisait super chaud. Donc ça veut dire que d'un seul coup,
j'enlève les glucides parce que j'en ai besoin, parce que j'ai une petite alerte gastrique, donc c'est intelligent d'enlever les glucides, mais j'enlève le sodium également, je continue à boire, donc je continue à diluer, et donc ça peut faire qu'après, je suis plus capable de bien manger, ou ça redevient compliqué de manger, donc bref. Tout ça pour dire que là, une chose que j'aimerais bien améliorer, même si ça m'a pas directement gêné sur le Val d'Aran, j'aimerais bien améliorer ma capacité à dissocier les apports en sodium, les apports en glucides et les apports en eau, avec par exemple une petite flasque avec des électrolytes, ou une flasque complète avec des électrolytes purs, qui fait que par exemple, si je suis obligé d'arrêter les glucides, ok, je perds un peu en sodium, mais j'ai toujours des apports avec ma boisson, avec de l'eau, et du coup, j'enlève qu'un seul des apports, les glucides, et pas 2 apports d'un coup. Bref, j'aimerais bien trouver un moyen de mieux gérer, de mieux différencier ces 3 apports, et c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, et je pense que ce que j'ai vécu sur le Val d'Aran avec le moment où j'ai été obligé d'arrêter de manger, pas pendant longtemps, mais quand même pendant 1h10, 1h15, ça m'a quand même fait réfléchir en me disant là tu peux faire mieux je pense et tu peux améliorer peut-être un petit peu tes apports. En partant du principe qu'il y a des apports dans les gels, c'est très bien qu'il y ait des apports dans les gels, mais est-ce que je peux pas les compléter avec d'autres apports pour que au cas où j'arrête les gels par exemple pendant un moment, j'ai toujours les 2 autres apports qui tournent et du coup pas avoir d'un seul coup un gros déséquilibre de plein de choses et me retrouver par exemple avec juste de l'eau alors qu'en fait ce que je voulais enlever uniquement c'était les glucides. Bref, vous avez compris l'idée. Donc ça c'est ce sur quoi je réfléchis en ce moment, sur ce que j'aimerais améliorer pour les prochaines courses à venir, donc typiquement l'échappée belle parce que je pense que je serai au départ, je vous explique dans 2 secondes. Mais c'est pas quelque chose qui s'est mal passé, mais c'est des réflexions que j'ai eues pendant que je réalisais mon Val d'Aran. Un autre point que j'aimerais améliorer, c'est le volume avant course. Je l'ai trouvé un peu bas, et je vais vous expliquer comment je compte améliorer ça il y a pas longtemps. Je l'ai trouvé un peu bas, et j'ai eu ce sentiment un peu d'endormissement. Je me rappelle sur mes foulées, quand je courais là pendant le Val d'Aran, j'ai quand même eu des moments, alors ça faisait longtemps que j'avais pas couru parce que j'avais eu le problème à la cuisse, mais comme j'avais terminé ma prépa sur un week-end choc, j'avais de toute façon dû drastiquement réduire mon volume parce que après un week-end choc, il faut forcément une grosse récupération, sinon on court à la catastrophe. Et j'ai quand même eu ces petits moments où je me disais ma foulée elle est bizarre, j'ai presque l'impression que j'ai pas couru depuis super longtemps, ce qui était le cas. J'ai pas couru depuis super longtemps, je suis pas à l'aise avec mes pieds, je me suis tordu la cheville 2-3 fois. Alors c'est pas grave parce que quand je me tords la cheville, moi je me fais rien globalement, j'ai les chevilles très très souples. Donc je peux vraiment me mettre la malléole au sol, il se passe rien, donc j'ai vraiment de chance là-dessus, mais c'est quand même pas normal que ça arrive alors que ça m'arrive jamais. Sur mon week-end choc, sur les 2 jours où je fais 2 fois 8h30, je me tords pas la cheville une seule fois quoi. Donc bref, tout ça, j'avais le sentiment d'être un peu endormi. Ma foulée était un peu bizarre, je me sentais vraiment comme si j'étais pas à l'aise quand je courais, et ça je l'attribue quand même au fait que j'ai quand même été obligé de drastiquement réduire mon volume, d'une part parce que j'ai terminé sur un week-end choc, je vous en reparle dans 2 secondes de ça, d'autre part parce que je me suis blessé, et en plus parce que j'avais le marathon du Mont Blanc au milieu qui allait me générer beaucoup de fatigue, donc j'ai fait le choix d'avoir moins de charge d'entraînement parce que j'allais avoir beaucoup de fatigue. Mais bref, tout ça pour dire que j'aimerais bien améliorer mon approche du volume avant la course, avant une course différemment, parce que là j'étais pas... Si une fois ça a marché, avant le marathon de la Vésubie, à savoir que j'ai fait 2 semaines vraiment light, mais avec quand même quelques footings, et j'ai jamais eu d'aussi bonnes sensations avant la course, mais le week-end choc que j'avais fait 15 jours avant la course, il était quand même plus light que le week-end choc que j'ai fait avant le Val d'Aran, et en plus il était plus proche, il était à 15 jours, alors que celui avant le Val d'Aran je l'ai fait à 3 semaines, mais j'avais pas le choix non plus. Donc bref, tout ça pour dire que j'aimerais bien changer comment est-ce que j'approche le volume avant une course, et peut-être que là j'ai été, de par mes choix, contraint de trop diminuer le volume, et en plus de par la blessure, encore une fois contraint de diminuer trop le volume avant la course. Et du coup, si je peux pas contrôler la blessure, en tout cas je peux essayer d'éviter de refaire l'erreur, mais ça je pense que j'ai bien tiré la leçon, j'aimerais bien voir ce que ça donne d'arrêter de terminer une prépa sur un week-end choc. Je vous en avais déjà parlé dans ma partie sur les week-end chocs que vous retrouverez en ligne, l'épisode dédié. En fait, j'avais déjà dit que je me questionnais beaucoup là-dessus. Et là encore, les questions, elles reviennent. C'est-à-dire que j'avais des super jambes, ça s'est bien passé, j'avais pas de surfatigue, pas de souci, mon week-end choc, je l'avais bien assimilé. Mais quand même, je trouve que, en fait, quand on termine sur un week-end choc, il y a quand même une énorme phase de pause. On est obligé de vraiment couper les moteurs pendant longtemps. Et en fait, ça demande en fait une situation où c'est bizarre. Je veux dire, on est partagé entre, d'une part, je dois récupérer, et si je récupère pas, je vais me mettre dans une situation où j'ai des chances de pas être en forme le jour de la course. Et d'autre part, on est dans une situation où je dois récupérer, mais je dois également courir, parce que si je cours pas, j'entretiens pas mes qualités, j'entretiens pas juste mon habitude de courir, et donc, je serai pas en forme le jour de la course. Quand même, la phase d'affûtage, la phase de préparation avant une course, on en parlait par exemple avec Laurent Bosquet quand je l'avais reçu sur l'affûtage, c'est une phase où, ok, on diminue la fatigue, mais quand même, on entretient la forme. Et avec un week-end choc vraiment à la fin d'une prépa, que ce soit à 3 semaines, par exemple à 3 semaines, on va dire, je trouve que c'est difficile d'entretenir la forme correctement.
Par contre, on peut diminuer la fatigue, mais c'est difficile d'entretenir la forme et la forme, elle baisse trop. Peut-être que c'est également lié au fait que j'avais un week-end choc pour un 100 km fait à 3 semaines. Donc peut-être que pour un 100 km, j'aurais dû le faire à 2 semaines. Et peut-être qu'à 3 semaines, c'est bien quand on fait un week-end choc pour un 100 miles, pas pour un 100 km. Mais bref, avec beaucoup de mes athlètes, quasiment tous, on fait différemment. C'est-à-dire que quasiment tous mes athlètes, ils font un dernier week-end choc, c'est plutôt à 6 semaines. On en récupère pour de vrai, on refait un vrai bloc d'entraînement et on termine non pas sur un week-end choc, mais sur un bloc d'entraînement normal. Et après, on fait par exemple 2 semaines d'affûtage. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vraiment testé sur moi, que j'ai plutôt fait avec mes athlètes. Avec tous les athlètes que j'entraîne et qui ont eu ce type de planif, ça s'est plutôt bien passé. Donc moi, j'ai quand même envie de tester ça et j'ai envie de voir ce qui se passe quand on arrête de terminer la prépa sur un week-end choc qui, du coup, nous met dans cette espèce de situation de contraste difficile à gérer, de balance super difficile à trouver entre il faut que je récupère pour pas être fatigué et il faut que je m'entraîne et il faut que je cours régulièrement pour entretenir ma forme. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais améliorer pour la suite et que je vais travailler différemment à l'approche de l'échappée belle. Globalement, c'est ça les 3 ou 4 points que j'aimerais changer et que j'aimerais tester différemment pour voir ce qui se passe sur les prochains objectifs que je prépare. En termes de suite et de news, ce que je peux vous dire, c'est que déjà la blessure, elle est complètement disparue et ça, c'est incroyable. En 4 jours, j'avais presque plus rien alors que le vendredi à Salardieu, je ne pouvais vraiment presque plus marcher, quoi. Marcher tranquillement, c'était quasiment impossible. Samedi, dimanche, lundi, j'avais fait du repos complet. Le mardi, j'avais plus de sensations. J'étais allé faire une mini séance de renfo, mais vraiment super légère. Quelque chose uniquement pour mobiliser avec un tout petit peu de charge sur des exercices quasiment au poids de corps, voire légèrement chargés, mais vraiment rien. J'avais senti une toute petite gêne, mais super diffuse, super profonde dans le muscle, quasiment rien, donc j'étais un peu rassuré. Le mercredi, j'ai le sentiment que j'ai rien du tout, donc je pars faire un petit peu de dénivelé. Je fais 700 mètres ou 800 mètres. Sur 400 mètres de dénivelé négatif, je sens rien du tout. Donc j'appuie un peu plus les 400 derniers mètres. Aucune sensation, aucune alerte. Le jeudi, j'étais allé voir ma kiné. J'avais pris rendez-vous. On maltraite mon vaste interne, on fait plein d'exercices qui sont censés me réveiller immédiatement une douleur si j'ai un problème chronique. Rien du tout. Donc tout va bien, le soir je pars faire du dénivelé négatif un petit peu engagé pour tester, tout va bien. Du coup je me dis ok, j'ai envie de faire un vrai test, je me lance, alors je le dis ici mais ce n'est pas du tout quelque chose que je recommande à faire de manière générale, c'est-à-dire que ne reproduisez pas ça. J'ai pris un risque dans ma prépa pour faire un test pour lequel j'ai mis en place certaines choses pour récupérer avant de reprendre, mais c'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce que je recommande à faire à mes athlètes, etc. C'est un choix que j'ai fait pour moi tout seul, j'invite personne à le faire, j'ai pris un risque dans ma prépa, je le savais très bien, c'est pas quelque chose de particulièrement intelligent. Mais ce que j'ai fait, c'est que le samedi, du coup une semaine après, un peu plus d'une semaine après le Val d'Aran, je suis parti sur la trace de l'échappée belle et je me suis dit j'essaye d'en faire 2 tiers de cette trace, ce qui représentait un beau volume, mais j'avais des possibilités d'arrêter à 2 endroits avant l'arrivée. Donc je pouvais soit arrêter à un endroit, soit à un deuxième, soit aller jusqu'au bout. Donc j'ai voulu faire un test un petit peu pour voir comment est-ce que mon vaste interne, comment est-ce que ma cuisse répondait et est-ce qu'elle était dans un état de forme suffisant après récupération de ce test pour faire 3 semaines de charge d'entraînement pour l'échappée belle et après 2 semaines d'affûtage et arriver sur la course. Donc tout ça pour vous dire que le test s'est bien passé, je vais super bien, j'ai absolument aucun problème au quadri. J'ai fait 44 km, 4400, 4500 de dénivelé positif et 3700 de dénivelé négatif, aucune alerte de ce côté-là. Tout va bien, donc du coup là je me lance dans ma préparation à l'échappée belle. Je suis rentré dedans, je suis en train de récupérer en ce moment et je prépare mon échappée belle. Alors, il faut savoir que du coup dans cette prépa échappée belle, elle m'inquiète pas mal parce que la sortie que j'ai réalisée, elle s'est moyennement bien passée, elle s'est très bien passée au niveau musculaire, mais par contre cette fois c'est au niveau énergétique et chaleur que j'ai eu des problèmes au bout de 8 heures. C'est des sensations que j'ai déjà eues sur certaines sorties, il y a des sorties que j'ai fait de 10-12 heures à 90 grammes de glucides par heure, tout s'est bien passé, je termine la sortie, j'ai une sensation d'énergie, je pourrais repartir pour le même volume, et là sur 8 heures ça s'est mal passé. Donc, et ça m'est déjà arrivé avec une quantité de glucides similaire. Je me pose plein de questions. C'est pas la préparation que j'approche le plus sereinement. Je suis pas complètement sûr de ce que je suis en train de réaliser. Je suis pas complètement sûr des bons choix à faire. Donc, je suis vraiment dans une phase de test, de flou. Ça fait 2 fois que je prépare un 100 km et que j'échoue à le réaliser. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis plutôt dans une position où je vais prendre le départ de l'échappée belle et je verrai ce qui se passe. Je trouverais ça dommage d'avoir le dossard et d'avoir cette course juste à côté de chez moi avec un parcours que je connais, sur lequel j'ai
échoué l'an dernier, mais donc je sais pourquoi j'ai échoué l'an dernier. Je trouverais ça dommage. Là, je sors d'un 100 km sur lequel j'ai échoué pour d'autres raisons. Je pense que je commence à éliminer plein de raisons de l'échec. Ça veut pas dire que je vais réussir sur l'échappée belle de cette année, mais ça veut dire que, en tout cas, je pense que j'ai plus de chances d'y arriver que l'an dernier quand j'en ai pris le départ. Donc, je pense que je vais prendre le départ de l'échappée belle et que je vais faire ma prépa pour cette course. Néanmoins, je vais pas vous en parler et on va rester sur un road to Val d'Aran, mon premier 100 km 3 sur 3. Je vais pas faire d'épisode sur l'échappée belle, en tout cas pas avant, parce que en fait, j'aime bien parler de ce que j'ai le sentiment de maîtriser. Quand je vous fais un épisode par exemple de type Scientific Day, j'ai passé des jours dans de la littérature, je veux dire, j'ai vraiment parcouru énormément d'études sur le sujet, c'est des choses que j'ai abordées avec mes athlètes également, donc quand je vous en parle, j'ai un sentiment d'avoir une certaine maîtrise de ce que je vous propose à écouter. Et clairement, après cette prépa au Val d'Aran, j'ai encore moins le sentiment de maîtriser la prépa pour un 100 km. Si là de suite, je pourrais vous faire un épisode sur comment je vais préparer le 60 des Templiers, dont je prendrai le départ normalement, à moins que je me blesse, mais j'ai très envie d'y retourner sur cette course. Je serai à l'aise pour vous parler de comment préparer cette course, parce que je l'ai faite 2 fois et à mon sens, je l'ai réussi vraiment une fois. Si je me sens à l'aise pour vous dire comment préparer un 40 ou un 50 km, je me sens pas légitime ni très à l'aise là aujourd'hui pour vous expliquer comment préparer un 100 km. Et encore moins avec les expériences que je viens de vivre. Alors, je pourrais quand même vous en parler parce que je l'ai fait avec des athlètes à moi et j'ai plein d'exemples d'athlètes que j'entraîne qui ont réussi leurs 100 km et qui ont performé mieux que jamais sur leurs 100 km. C'est arrivé encore il y a une semaine avec un athlète à moi qui a terminé le Verbier globalement dans les objectifs qu'on s'était fixés, donc je suis super content. Mais voilà, pour moi, en ce moment, je suis pas dans une position où je suis assez à l'aise avec mes choix et avec ce que je fais pour vous en parler sereinement. Donc peut-être qu'on en parlera après l'échappée belle, si je prends le départ, si je le réussis, peut-être même si j'échoue selon le résultat. À la limite, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas, ou si vous comprenez ma position. Je veux bien entendre votre avis là-dessus. Je pense prendre le départ de cette course pour l'expérience. J'ai aucune idée de si je suis capable de mener à bout ce projet. Je veux dire, j'ai refait une grande partie de la course là il y a quelques jours. C'est quand même extrêmement difficile et je pense que j'ai jamais rien fait d'aussi difficile en montagne et pourtant j'en ai fait des choses difficiles. Ne serait-ce que le GR20 il y a quelques années en rando, je l'ai fait et je trouve que c'est encore un niveau au-dessus, l'échappée belle, surtout le début de la traversée nord. Donc je veux dire, c'est tellement difficile que je sais pas du tout si je vais être capable de mener à bout ce projet. En tout cas, c'est mon souhait. J'ai vraiment envie de dompter cette course. J'ai pas spécialement d'objectif de performance. J'ai un objectif de réussir, mais pas d'objectif de performance. Au pire, si j'abandonne, j'aurais peut-être appris. Ça fera peut-être un petit peu mal parce que ce sera mon 3e abandon sur un 100 km. C'est toujours un peu difficile, je pense, à digérer, en tout cas moi. Mais voilà, j'ai quand même envie d'aller voir ce que c'est. J'ai quand même envie de revivre l'ambiance parce que c'est une course qui est incroyable. Je vais la préparer. On verra si je vous en parle. On verra dans quel contexte je vous en parle. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir suivi cette série Road to Val d'Aran. Je vous remercie également pour vos messages de soutien qui m'ont fait énormément plaisir malgré l'abandon. J'ai eu des messages adorables avec beaucoup de soutien. Donc ça fait, je veux dire, ça, quand on est dans une position comme moi à Salardu où j'arrête et je suis vraiment très démoralisé, ça fait vraiment beaucoup de bien de recevoir ce genre de messages. Ça génère des périodes de doute. Là aussi, ça fait beaucoup du bien d'entendre des retours d'expérience. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je remercie encore une fois sincèrement Suunto qui m'ont permis de prendre le départ de ce Val d'Aran et grâce à qui cette série Road to Val d'Aran a été réalisée. C'est également ceux qui vont m'accompagner. Suunto, c'est également le partenaire du podcast Courez Mieux pour la saison 2. C'est également avec eux que je vais réaliser l'échappée belle. Donc évidemment, merci beaucoup pour le soutien. Je vous invite à aller découvrir les produits Suunto que j'utilise. Sur la course, moi je suis parti avec la Suunto verticale pour être sûr que ça tienne la distance. Sur l'échappée belle, je partirai très certainement avec la Suunto verticale également, à moins qu'il y ait un changement de programme, mais pour l'instant je pars avec ce type de montre. Je l'ai encore utilisé l'autre jour sur 11 heures sur le parcours de l'échappée belle, je suis extrêmement satisfait. Suunto me donne un énorme coup de main pour vous proposer tout le contenu de la saison 2 du podcast Courez Mieux. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder les produits qu'ils proposent et pourquoi pas passer chez eux. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a un lien présent en description avec un code promo si jamais vous avez envie de faire le pas vers Suunto. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode, probablement un Scientific Day qui sort très bientôt.